had problems. Mainly, I want to talk about the usual problems we have currently in our neighborhood, which keeps bringing up Rwanda's name in all sorts of ways. But I also want to be clear on some issues so that, because the beauty of it is that there's not a single story about it. There's so many stories about it. So that gives really diverse views, but from among them, you can pick the right views, which can also serve to give ways forward and provide solutions. I want to start with this time a problem we have had for a long time. We have had refugees from different places for different reasons. There is one type of refugee that I think we are not going to accept. We cannot keep being host to refugees for which later on we are held accountable in some way or even abused about. Refugees as a result of ethnic cleansing based in another country, and we must be the dumping ground of those people who are being deprived of their rights. We have had refugees here for over 20 years from DRC, of one type of people. In fact, when the president of DRC, the current, when we were still talking, I raised this matter with him when he had just come to office. And I told him a long story about all along what we even contemplated doing of, we tried many things, including, I told him that we even thought of saying, should we absorb these people and make them our citizens and put the matter to rest? Just as a way of solving the problem. Auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Nous venons d'introduire le sujet à notre manière en passant un extrait du discours que le président du Rwanda, Paul Kagame, a prononcé hier devant l'Assemblée de son pays, et où il a essentiellement parlé de la République démocratique du Congo et des relations avec son pays, bien sûr, le Rwanda, et où il a rejeté toutes les fautes sur les autorités congolaises et sur la communauté internationale, en blâmant les uns, en insultant les autres et surtout en menaçant la République démocratique du Congo et en annonçant à sa manière ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Et pour nous aider à décrypter les enjeux qui se cachent derrière ce discours, les enjeux
la région des Grands Lacs, la crise actuelle, les guerres qui frappent cette région, notre région, l'Afrique des Grands Lacs, essentiellement la République démocratique du Congo, dans l'est de ce grand pays. Nous avons invité un analyste, M. Jack Barak, qui connaît très bien la région, spécialement le Congo, bien sûr. Je ne me trompe pas en disant que c'est son pays d'origine. C'est un analyste assez connu dans les milieux de tout ce qui concerne la région d'Afrique des Grands Lacs. Il va donc nous aider à décrypter et à analyser ce qui se cache derrière les mots utilisés par Paul Kagame et surtout les perspectives que l'on peut déceler dans ce qu'il annonce. Je sais que Jack Barak s'y connaît aussi en body language. Il a vu le discours, il a écouté le discours, il a vu Paul Kagame, la gesticulation, il pourra nous en parler. Jack Barak, comme je vous l'ai dit, c'est un analyste renommé en ce qui concerne les questions d'Afrique des Grands Lacs. Je vous le présente donc et je lui dis bonsoir et je l'invite à son tour à vous dire quelques mots d'introduction et puis nous attaquerons l'ensemble du discours pour justement en découvrir la quintessence et essayer d'aider nos téléspectateurs à mieux saisir ce discours qui était fait en Kinyarwanda et en anglais. Nous ferons notre analyse en français. Jack Barak, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. C'est un plaisir pour moi d'être votre invité ce soir sur votre plateau. Je tiens à vous remercier énormément pour les efforts que vous ne cessez de fournir pour que nous puissions, et surtout nous, la population de la région des Grands Lacs, que nous puissions être informés, que nous puissions comprendre ce qui se passe dans la région. Et surtout aussi, j'aimerais saluer les auditeurs qui nous écoutent ce soir, ceux de la région et d'autres qui sont dans des pays francophones, donc qui comprennent le français, qui parlent le français. Et encore une fois, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous retourne la parole. Eh bien, nous allons donc attaquer ce sujet assez délicat, mais aussi ô combien important pour notre région. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce que le président Kagame a prononcé ce discours devant l'Assemblée à l'occasion de la prestation de serment du nouveau président du Sénat. Il n'a pas beaucoup parlé de la situation au Rwanda, si un peu en Kinyarwanda, mais en réalité, le gros de son discours, c'était la problématique régionale. Il a notamment insisté sur ce qu'il considère comme sa vérité, mais aussi la vérité universelle, que le Rwanda est un pays hospitalier, qui a reçu ces 30 dernières années ou 25 dernières années plus de 80 000 réfugiés congolais et d'autres nationalités, mais que les pays dont ces réfugiés sont issus se refusent à toute politique de rapatriement de leurs réfugiés. Et donc, il les critique en utilisant plusieurs arguments. Jack Barak nous donnera la quintessence des plus importants des arguments essentiels, les plus utilisés, sur lesquels Paul Kagame revient d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est vraiment l'essentiel. Bien sûr, il a parlé du M23, le mouvement rebelle qui, d'après Paul Kagame, a été créé pour défendre les intérêts des Tutsis de RDC, qui seraient persécutés, qui seraient même exterminés par endroits, parce qu'il utilise un terme anglais, et j'ai peut-être mal compris ce terme, mais ça signifie plus ou moins exterminer. Donc, même s'il n'a pas utilisé le terme génocide, on s'achemine vers là, parce que le M23 utilise aussi cette terminologie pour essayer de mettre les autorités congolaises en difficulté, mais je crois que... Alors, autre chose, on sent dans le discours de Kagame une certaine fébrilité tout de même. Il reconnaît en réalité que le gouvernement congolais a gagné la partie en ce qui concerne la diplomatie.
que la communauté internationale aujourd'hui parle d'une seule voix pour inviter Kagame à reprendre ses boys, les M23, alors qu'ils se refusent, la communauté internationale, les États-Unis et l'Union européenne les citent, que ceux-ci refusent de demander au Congo de rapatrier les FDLR. Et je n'ai pas vu de lien. Là aussi, Barak va nous expliquer comment il a, lui, pris cette partie du discours. Il a parlé de la proposition qu'il avait faite à l'époque d'offrir la naturalisation aux réfugiés congolais. On reviendra aussi sur la position de ces derniers par rapport à cette offre. Et on va voir et essayer de comprendre pourquoi les réfugiés congolais ne veulent pas être naturalisés rwandais. Ce n'est pas, je pense, en faveur du régime de Kigali. Sur le M23, il a dit beaucoup de choses. Mais en conclusion, on retient, et on peut retenir, on doit retenir, ce qui semble être une menace à peine voilée. Quand il dit que la communauté internationale qui n'a voulu rien faire, qui lui a demandé beaucoup de choses inacceptables, que le Rwanda n'est pas un pays ignorant, qu'ils savent tout ce qui se passe, que tout le monde, la communauté internationale est contre le Rwanda. Le Rwanda, donc, est victime de toute une machination internationale pour l'amener à accepter et à avouer qu'il est le patron du M23. Donc, à travers ce qu'il a dit, on sent une menace adressée au Congo, mais aussi à la communauté internationale, parce qu'il dit que là où il en est aujourd'hui, tellement déçu, tellement déçu par l'attitude de la communauté internationale, il va faire quelque chose pour montrer à cette dernière qu'il en a vraiment assez. On se demande ce que ça peut être, sinon une sortie qu'on va voir d'ici peu. On sent poindre une sorte de menace de guerre contre la RDC. Jacques Barak, c'est en quelques mots les points que moi j'ai retenus. Bien sûr, il parle du président Tshisekedi, qu'il traite de tous les noms, qu'il essaie il essaie de montrer que le président Tshisekedi ne maîtrise pas toutes les questions. À un moment donné, il dit même que le Congo n'est pas dirigé. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale? Et puis on va entrer sur chaque point particulier. Qu'est-ce que vous pensez du discours du président Kagame d'hier? Est-ce que ce discours a répondu à vos attentes? En tant que Congolais, qu'est-ce que vous pensez, mais aussi connaisseur du Rwanda et de la région? Que pensez-vous que Paul Kagame n'a pas dit, mais auquel il a pensé pendant son discours? Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de m'accorder encore la parole. Vous savez, Monsieur Kagame, il réessaye d'utiliser le même logiciel qu'il a utilisé entre 90 et 94. C'est le même logiciel, mais mis à jour. Mais le problème est que il essaie de déployer le même logiciel sur le même hardware. Donc, et c'est là où le problème de Kagame réside. Ça fait des années que Paul Kagame est président. Ça fait des années qu'il a eu de privilèges de la part de cette même communauté internationale qu'il est en train aujourd'hui d'accuser de non-assistance. Et comme je l'ai dit, c'est le même logiciel. Et vous vous rappelez qu'on accusait la même communauté de ne pas avoir assisté la communauté Tutsi du Rwanda contre les génocides. Donc, Paul Kagame n'invente rien aujourd'hui. Mais il y a une chose qu'il n'a pas compris, c'est que toute chose évolue.
les situations changent. Et si les situations changent, les hommes aussi doivent changer. Mais lui, il est resté lui-même pendant tout ce temps-là. C'était un enfant gâté qui a été chéri par les puissances de ce monde, qui a été considéré comme quelqu'un d'exemplaire en Afrique. Mais il y avait un coup derrière tout ça. Il y avait une vision de la part de cette communauté ou bien de ces puissances qui voulaient absolument arriver à quelque chose. Et Kagame était, et il est toujours le pipeline. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est fait que il y a quelque chose qui n'a pas marché entre le pouvoir de Kagame et Kinshasa. Il y a eu des accords, il y a maintenant les désaccords. Et les réfugiés dont tu parles, et encore une fois, monsieur l'ambassadeur, je vous dis que M. Kagame utilise le même logiciel. Il faut comprendre qu'en 90, lorsque le FPR attaque le Rwanda, c'est toujours le problème des réfugiés. Ils vont utiliser les réfugiés. Quand je dis ils vont, c'est les systèmes et la machine Kagame. Il va devenir plus tard ce que son conseiller spécial en matière de sécurité a appelé les killing machines. Les killing machines vont se mettre en place, mais va utiliser les émotions, les désirs de certains réfugiés rwandais qui étaient à l'extérieur du pays, de rentrer au pays. Mais c'est déjà un piège à l'époque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un véritable retour des réfugiés qui étaient à l'extérieur. L'opération, les opérations militaires que le FPR menait à l'époque n'avaient rien à voir avec la volonté des réfugiés qui voulaient rentrer dans leur pays. Donc, c'était un habillage. Ils ont habillé ces opérations par cette volonté des réfugiés rwandais qui est à l'extérieur du pays de rentrer. Et monsieur l'ambassadeur, après quelques années, vous avez tout compris. Ceux qui étaient venus avec Paul Kagame ont commencé à avoir des problèmes parce que la vision n'était pas la même. Bon, aujourd'hui, comme le monsieur est resté lui-même, il reprend le même logiciel puisque ça marchait. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais une équipe peut vieillir. Il remet à jour les mêmes astuces, les mêmes upgang, ce qu'ils appellent upgang, c'est-à-dire l'intelligence. Et qu'est-ce qui se passe entre les communautés Tutsi aujourd'hui? Puisqu'il y en a qui ont compris qu'ils ont été utilisés pendant les génocides et pendant l'attaque du 1er octobre 90 jusqu'en 1994, il y en a aujourd'hui qui disent non, on ne peut plus continuer à être des chairs à canon pour des fins que nous ne comprenons pas. Vous avez parlé tout à l'heure que, et d'ailleurs ce n'est pas vous, c'est Paul Kagame qui l'a dit, qu'ils ont essayé de naturaliser ces réfugiés et ils ont refusé. Monsieur l'ambassadeur, cette affirmation n'a pas de support qui peuvent le prouver. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pourquoi cette volonté de vouloir toujours naturaliser ces réfugiés? Ce n'est pas la première fois qu'il est dit. Et troisièmement, il faut comprendre que parmi ces réfugiés, il y en a qui se retrouvaient encore dans le rang des soldats du M23 qui se battaient dans le Congo.
aurait trouvé ces mêmes réfugiés, certains de ces réfugiés, jusqu'à ce qu'ils refusent le recrutement et on envoie l'armée rwandaise pour aller imposer cette volonté de Paul Kagame. Et c'est là où il y a eu de morts, dans le même camp. Paul Kagame utilise le terme dumping ground. C'est-à-dire qu'il dit que le Rwanda n'est pas un dépotoir des réfugiés congolais. Mais, monsieur l'ambassadeur, quel est ce pays qui a signé les accords avec l'Angleterre pour ramener tous les réfugiés qui se trouvent que l'Angleterre ne veut pas sur son territoire pour qu'ils viennent au Rwanda? Si l'Angleterre refuse les réfugiés sur son territoire, et pourquoi le Rwanda l'accepterait si le Rwanda n'est pas un dumping ground? Les réfugiés que, ici, j'essaie de développer pour vous dire comment c'est un jongleur et il veut manipuler certaines populations dans la région, spécialement les Tutsis. Les hôtels où vivaient, c'est dont on appelle les Vachika Ichumu, les survivants du génocide. Ils ont dit déguerpiller tous les survivants du génocide de ces hôtels-là pour permettre aux réfugiés que l'Angleterre a accepté d'expulser, veut expulser et que le Rwanda a accepté d'accueillir. Eux, ils ont un traitement de faveur, c'est-à-dire ils ont des hôtels, des draps bien lavés et l'eau et tout ça. Mais les réfugiés congolais, Tutsis, ils sont toujours dans le camp. Mais c'est la même personne qui continue à dire qu'il se bat pour le compte des réfugiés, soi-disant, le mot qu'il a utilisé, en anglais, je pense qu'il y a un cleaning. Donc, il y a un nettoyage ethnique au Congo. Donc, le même logiciel qui a été utilisé entre 90 et 94, mis à jour aujourd'hui, mais avec beaucoup de bugs. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place à Kinshasa a compris le jeu et veut absolument que la situation à l'est du Congo puisse se stabiliser et que la paix revienne dans la région. C'est ainsi que tout au long de son pouvoir, depuis bientôt 30 ans qu'il est là, et comme il avait pris ça pour un acquis, de donner les ordres, de faire sa volonté au Congo, et que maintenant ça ne marche plus, c'est là où vous voyez, vous avez parlé du body language, c'est là où vous voyez un Kagame dans une situation désespérée. Parce qu'il est affaibli militairement, il est affaibli politiquement et il n'a plus de voix. Même en Afrique. Et ceux qui croyaient que c'était un homme qui a mené, qui a révolutionné l'économie au Rwanda et en Afrique en général, aujourd'hui, ils découvrent que, en réalité, ce monsieur, c'est un mercenaire. Et tout ça, vous pouvez le lire dans son corps, dans ses body language, qu'il comprend que maintenant, il a des difficultés. Monsieur Barak, vous voulez dire en fait que Paul Kagame rejette les réfugiés venant des pays voisins. Au même moment, il reçoit des réfugiés venant d'Afghanistan, du Pakistan et d'autres pays, parce qu'il est payé pour ça, notamment, parce que l'Union européenne lui paye pour tous les réfugiés qui viennent de Libye,
parce qu'il a été payé déjà en avance. Il a reçu plus de 140 millions de livres par la Grande-Bretagne. Et donc, pour lui, ces réfugiés valent mieux que les réfugiés des pays voisins. Autre chose qu'il faut peut-être ajouter pour que les téléspectateurs comprennent, c'est que beaucoup de ces réfugiés sont venus au Rwanda à la demande de Paul Kagame, parce que tout simplement, leurs fils et filles étaient recrutés dans l'armée de Paul Kagame depuis 1990. Il a envoyé des messagers au Congo, au Burundi et en Ouganda, parce que les soldats de l'époque du FPR venaient d'Ouganda, mais il a recruté aussi des Ougandais. Et en particulier au nord Kivu et dans le sud Kivu, du côté des Banyamulenge, Paul Kagame a demandé aux familles qui allaient envoyer leurs enfants au front de venir habiter le Rwanda dès que la victoire sera acquise. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc là, il parle des réfugiés qui sont au Rwanda depuis plus de 30 ans, mais ce sont ces réfugiés, il n'y a pas 30 ans, il y a 25 ans à peine, après la victoire du FPR au Rwanda. C'est là que beaucoup de familles Banyamulenge, beaucoup de familles Tutsi du Nord Kivu sont arrivées au Rwanda pour, en fait, recueillir le fruit des efforts et de l'aide fournis par leurs fils à la guerre, les efforts de guerre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne dit pas. Tous ces réfugiés, c'est des gens qui ont fui parce qu'ils étaient persécutés d'après lui, alors que pour beaucoup, il les a fait venir. Autre chose, c'est qu'il y a quelques années, rappelez-vous, M. Barak, les réfugiés congolais de Kibouye qui voulaient rentrer dans leur pays ont été empêchés. L'armée rwandaise ou la police rwandaise est intervenue et en a tué plus de 12, je pense, parce que tout simplement, ils voulaient les garder au Rwanda, parce que c'est au sein de ces réfugiés qu'ils recrutent les jeunes gens qui vont combattre leur pays d'origine. Donc, c'était vraiment pour préciser quand même cet élément-là. Quant au logiciel, effectivement, il commence à vieillir, surtout que le matériel, lui, a vieilli. Et le système du FPR a largement vieilli. Les gens commencent à comprendre la vérité derrière tout ce qu'il a fait toutes ces années, les massacres au Rwanda, au Congo, et maintenant, les agressions contre la République démocratique du Congo et les pillages surtout. Donc, vous pouvez poursuivre, M. Barak, pour expliciter davantage, effectivement, ce qui montre que ce logiciel a vieilli et que Kagame, finalement, ne raconte pas la vérité lorsqu'il s'adresse en anglais à la communauté internationale. Oui, effectivement, Paul Kagame, quand il s'adresse et qu'il utilise l'anglais comme langue de communication, il s'adresse à la communauté internationale. Et d'ailleurs, vous remarquerez chaque fois quand Kagame a des discours comme ça, remarquez bien dans la salle, il y a toujours 2 ou 3, 4 Muzungu qui sont là, devant, qui sont ses vrais sponsors, c'est qui les coach dans ce qu'il dit, ce qu'il doit faire. Et vous pouvez voir très bien que dans Kagame, il y a une sorte de... on l'a appelé typo, vous savez. Il y a lui qui vendait les esclaves. Et c'est ça exactement. Donc aujourd'hui, Kagame n'arrive pas. Il n'arrive plus à répliquer ses exploits. Il n'arrive plus. Il est coincé. Et là, il cherche par différentes méthodes, astuces pour pouvoir sortir de ce trou, le trou que lui-même il a creusé. Et comme il ne sait rien d'autre, il ne sait pas faire autrement, il va toujours faire appel à ces logiciels. Donc, nous savons tous bien que malgré que le logiciel a été mis à jour, mais le système est fatigué. Et les populations
aujourd'hui dans la région. Après de longues années, finalement, ils ont compris qui est Paul Kagame et son système. C'est quoi le système Paul Kagame? On va essayer un peu de le décrire. Paul Kagame est arrivé au pouvoir pour répondre à un certain besoin. Ces besoins étaient liés avec la chute du mur de Berlin. Vous savez, quand il y a eu des accords entre, je pense que c'était George Bush père et, ou bien c'est Reagan, je pense que Reagan et Gorbatchev. C'est à ce moment-là où ils ont ouvert le marché et ils se sont dit, voilà, on ne veut plus se battre, on ne veut plus avoir des zones d'exclusion, on ne veut plus. Que celui qui a le cash, qui a le moyen, qui a la force, qu'il aille investir partout là où il veut. Le Rwanda reste le pays que les anglo-saxons convoitaient énormément. Alors là, ils ont compris, ils ont dit, bon voilà, on va bousculer un peu le français à gauche, à droite, mais on va essayer de prendre le Rwanda. En fait, le Rwanda, c'est un peu comme l'île Maurice, mais sur le continent. Ils ont voulu faire du Rwanda comme ils ont fait de l'île Maurice. C'était ça leur rêve. Et effectivement, les forts économiques, les développements économiques que vous avez vus au Rwanda, c'était dans le même optique que l'île Maurice. Donc, construisons l'île Maurice, mais sur le continent. Et Kagame était l'élément clé pour arriver à ses fins. Bref, il est arrivé au pouvoir, il a commencé à implémenter ce projet. Tout de suite, vous verrez Kagame avec les aides qui viennent de l'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne, tout ça. Tout de suite. Il y a un plan quinquennal qui s'installe. Dans 5 ans, nous devons arriver à ceci. Dans 10 ans, après 12 ans. Et vous avez vu qu'en 2012, 2015, c'était presque mort. Et qu'est-ce qui était visé? Évidemment, le Congo était visé. Et là, ils ont vite chassé les Belges comme des petits enfants qu'on dégage sur un terrain de je ne sais quoi. Tout de suite, les Belges, on les a effacés du Congo. Et les poids lourds sont arrivés. Mais c'est Kagame qui est l'outil, le bras pour exécuter ces projets, cette vision. Ce qui s'est passé, vous le savez, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a le départ du président Mobutu, il y a l'armée qui est complètement détruite et ils vont faire de sorte que l'armée congolaise soit remplacée par l'armée rwandaise. Et ils sont arrivés à le faire puisque dans l'armée congolaise, il y avait beaucoup d'éléments rwandais téléguidés à partir de Kigali qui recevaient des ordres de Kigali. Et ça était comme ça au moins pendant 18 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, pourquoi vous voyez Kagame dans cet état? C'est parce que quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit non. Nous devons changer le régime. En fait, Félix Tshisekedi a changé le régime qui a été mis en place depuis 18 ans. Et en même temps, il y a eu des acteurs, des nouveaux acteurs, notamment les Chinois, les Indiens et les autres qui sont arrivés avec beaucoup d'argent et beaucoup de moyens techniques
alors le rapport de force a changé. Mais Paul Kagame, puisqu'il était habitué à faire ce qu'il voulait au Congo, et avec Félix Tshisekedi, ça ne marche plus. Là, il nous ressort encore ces vieux logiciels qu'il est en train de mettre à jour d'une manière ou d'une autre, mais qui ne marchent plus. Et c'est ça qui est en train de créer des dégâts aujourd'hui. Et c'est là où vous voyez, il y a la cacophonie. Parfois, il ne sait pas dire ce que sont les réfugiés. Il accepte certains réfugiés et il refuse des autres parce que moyennant l'argent, je peux prendre des réfugiés de l'Afghanistan, de la Syrie, mais les réfugiés de son ethnie à lui, les Tutsis même. Et les rescapés, il va même les déloger. Et les autres, il va les tirer dessus, il va les tuer. Et ceux qui ne veulent pas s'engager dans l'armée, ils vont avoir des problèmes, certains vont mourir. D'où le camp dont vous avez parlé des Kibouya, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas s'engager dans l'armée. C'est pourquoi ces réfugiés-là ont demandé de rentrer au pays. Comme vous l'avez dit, il les a appelés, leurs parents ont donné leurs enfants à Paul Kagame, il les a inscrits dans l'armée. Ils étaient toujours utilisés comme la chair des canons au Congo. Et les parents ont revendiqué leurs droits. Il a dit, bon, vous les amenez ici. On va essayer de leur donner ce qu'on peut. Mais, en même temps, il dit, écoutez, nous sommes toujours en guerre, mais vos enfants doivent continuer à faire. Les autres disent, non, non, non. Depuis 90, s'il vous plaît, depuis 90, vous utilisez nos enfants, on vous a donné nos enfants, regarde la vie que nous menons. Qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans les camps. Mais les réfugiés qui vont venir d'Angleterre, ils vont vivre dans des hôtels. Donc, il y a une contradiction. C'est quoi le signe? C'est un régime fatigué. Au moment où le régime de Félix Tshisekedi est un nouveau régime. Je parle du nouveau régime parce qu'il a tout changé. Ce n'est pas une continuité de Joseph Kabila, mais eux, ils viennent avec une idée de dire, voilà, nous voulons un nouveau départ. Nous voulons tout réinitialiser. Et nous voulons comprendre ce qui se passe à l'Est, qui prend quoi, qui fait quoi, et comment on peut vivre ensemble dans la paix. C'est là où, puisque M. Kagame, lui, tout ce qu'il sait faire, et c'est ainsi qu'il a été formé, c'est de faire la guerre. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y a 3 semaines ou 4 semaines, il disait qu'il va montrer au président Félix Tshisekedi que lui, c'est un guerrier. Il va lui enseigner comment faire la guerre. Au moment où nous autres, dans la région, nous attendons qu'il nous dise comment il peut faire la paix. Mais lui, il amène toujours sa philosophie de toujours détruire la destruction parce qu'il a été installé au pouvoir pour détruire, surtout de l'autre côté, mais consolider, renforcer son pouvoir. Et d'ailleurs, dans ses discours, il dit d'une manière indirecte qu'il est président à vie. Il dit même le vivant, je ne sais pas comment il a expliqué ça, mais il dit certains vont mourir et vont me laisser ici. Donc, c'est cette philosophie. Les gens doivent comprendre qui est Paul Kagame et pourquoi il est là et quel est son travail. Il y a eu des chiffres, hein, parce que les chiffres ne trompent pas, monsieur l'ambassadeur. Si vous prenez la population des Tutsis du Congo et vous prenez le nombre de morts qui sont morts, qui sont partis, il y a presque 9 millions, 10 millions. La population Tutsi congolaise ne dépasse pas plus de 500 000. Si vous faites la différence entre 10 millions et 500 000, il reste combien? Qui est en danger aujourd'hui? Donc, même les 500 000, c'est pour vous dire qu'on utilise
Et je peux vous garantir aussi que ça, ce n'est pas propre à Kagame lui tout seul. L'histoire d'utiliser les ethnies, je ne crois pas que ça vient de lui-même. Il a des coachs, il y a des gens qui lui disent, voilà, si tu fais ça, c'est comme ça que la communauté internationale va réagir. Si tu écrases là-bas, voilà, c'est comme ça va se passer. Monsieur l'ambassadeur, l'humanité a été construite par des atrocités. Vous avez certainement appris l'histoire de l'Europe, les guerres de 100 ans, les guerres de 700 ans. Et ce sont ces genres de répliques qu'on essaie de ramener en Afrique, puisque la vie humaine d'un Africain, c'est rien. Les gens, ils sont là, et d'ailleurs, Paul Kagame l'a dit, parle de la communauté internationale, tout le temps. Pourquoi il parle toujours de la communauté internationale? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas meilleur complice de Paul Kagame dans cette région si ce n'est pas la communauté internationale. Donc, cette situation, elle est à la fois simple et complexe. Simple parce que si nous, population de la région, nous décidons et nous disons on ne veut plus se faire avoir, je pense que ça peut résoudre beaucoup de nos problèmes. Complexe parce qu'il y a une demande. Parce que tout ce que Paul Kagame fait, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a un marché. S'il n'y avait pas de marché, Kagame aujourd'hui ne serait pas vivant. Donc, ce qui se passe dans notre région, c'est rentable pour certaines personnes. C'est rentable pour la communauté internationale. Parce que si ce n'était pas rentable pour la communauté internationale, ça serait déjà fini. Mais je vais vous donner l'exemple de l'Ukraine. Regardez le nombre de billions, de milliards que les États-Unis, l'Europe sont en train de mettre dans l'Ukraine. C'est gratuit? Est-ce que c'est gratuit? On voit une guerre comme ça, mais les enjeux, on ne le comprend pas. Quand vous voyez qu'il y a des sommes colossales, il y a des investissements en termes politiques, politico-militaires, médiatiques qui sont engagés, ça veut dire qu'il y a des enjeux qui sont menacés. Et comme chez nous, en tant que population de Grand Lac, on ne nous considère pas comme des humains, que nous sommes considérés comme des objets, on ne peut pas attendre quelque chose de la communauté internationale, puisque la communauté internationale a toujours été là, mais depuis 30 ans, ces désordres-là existent. Je veux vous dire quoi? Un pays comme le Congo a déclaré que le M23 est un groupe terroriste. Mais aujourd'hui, personne ne parle de financement de toutes ces rébellions. Pourquoi? Parce que si vous parlez de financement, là, vous commencez à toucher les vrais problèmes. Le M23 ne peut pas exister pendant plus de 6 mois s'ils n'ont pas un soutien financier. Le M23, qui est dans une région enclavée, ne peut pas tenir à une armée gouvernementale pendant plus de 6 mois s'il n'y a pas une chaîne logistique sophistiquée.
La guerre coûte cher. En 6 mois, une rébellion peut dépenser plus de 5 millions de dollars. Personne ne se pose la question comment ils sont approvisionnés, comment ils arrivent à tenir, quelles sont les ressources de finances et tout ça. Et vous allez voir que la communauté internationale, aucune chaîne de télé, aucun journaliste ne cherche à comprendre et à chercher comment ces groupes de rebelles tiennent pendant toutes ces années. Jusqu'à ce que le président Félix Tshisekedi arrive à dire que ces mouvements sont soutenus par le Rwanda. Donc, derrière le Rwanda, il y a une machine qui est là pour tout simplement emmerder, s'il vous plaît, permettez-moi le terme, les populations du Congo. Et ces circuits financiers, ces efforts, ce support en armes, munitions, finances, provient de quelque part. Mais pourquoi? Justement, puisque vous en parlez, M. Barak, le M23, c'est vrai, c'est un mouvement rebelle terroriste. Mais certains, et beaucoup d'ailleurs, pensent que en réalité, c'est un mouvement qui fait partie de l'armée rwandaise. La preuve, c'est que des commandants de l'armée rwandaise, RDF, sont ceux-là même qui dirigent le M23. On ne les montre jamais, mais derrière, c'est eux qui donnent les ordres. Les gens qui communiquent avec les gars du M23 le disent. Il y a le général Morokore, dont le fils d'ailleurs a été arrêté à Kinshasa comme espion. Le général Morokore, le même, qui avait conduit la première attaque par Minembwe, par le sud Kivu jusqu'à Lubumbashi, à Kalemi, c'est lui qui dirige aujourd'hui le M23. Quelle est la situation réelle? Est-ce que ce n'est pas tout de même le changement, j'allais dire, le mental de l'armée congolaise et surtout l'intervention sur laquelle vous avez incité du président Tshisekedi? Est-ce que ces deux éléments, la diplomatie congolaise plus la remontée de l'armée congolaise, même si certains en doutent, est-ce que ce n'est pas cela qui est en train de provoquer cette colère, cette fébrilité chez Kagame, toutes ces menaces? Est-ce qu'il y a un changement sur le terrain militaire dans le nord Kivu et dans le sud Kivu? Mais, bien sûr, le rapport de force a changé. Le Congo aujourd'hui essaie de se reconstituer. Aujourd'hui, le Congo essaie d'avoir une armée capable de ramener la paix dans la région. Mais comme je vous ai dit, la situation est simple et complexe à la fois. Simple parce qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a dit, voilà, nous allons nous défendre. Complexe parce que les enjeux, monsieur l'ambassadeur, qui finance la rébellion? C'est là où il y a la clé. Il ne faut pas chercher Média 14, le droit de l'homme, les rapports des Nations Unies, machin. Non, qui finance la rébellion? Il n'y a eu jamais de guerre sur cette terre qui n'a pas de démotivation économique. Sinon, pourquoi les gens iront se battre? Les gens se battent pour un terrain, c'est économique. Les gens se battent pour... Mais on ne peut pas investir autant d'argent et tant d'énergie s'il n'y a pas des intérêts économiques. Ça n'existe pas. Mais le problème chez nous, c'est que ça a tellement créé des catastrophes humanitaires, des génocides et d'autres fléaux dont je ne cite pas les noms. Et la population aujourd'hui en a marre. Ils se disent, bon voilà, on arrête. C'est là où il y a la simplicité. Mais, monsieur l'ambassadeur, c'est comme une maladie. Nous avons tous été victimes du Covid. Vous avez vu, à un moment donné, on nous a imposé les masques. Après, on nous a imposé les distances.
Après, on nous a imposé les vaccins. Tout ça, c'était pour éradiquer la contamination. Mais pour faire l'antidote, ça c'était simple, mais pour faire l'antidote, c'est beaucoup plus complexe. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas qui est Kagame, qui va faire quoi. Aujourd'hui, c'est qui finance ces rébellions. Vous les trouvez, vous démontez tous les circuits et la guerre s'arrête demain. Tout de suite. Les circuits financiers qui alimentent l'existence de ces rébellions est la clé. Je vous dis une chose, monsieur l'ambassadeur. Lorsque M. Bisselele, le conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, vous avez suivi son interview avec M. Foka, Alain Foka. Lorsqu'il dit qu'il a été plusieurs fois à Kigali, écoutez-moi bien, monsieur l'ambassadeur, qu'il a été plusieurs fois à Kigali pour discuter comment ils peuvent partager les richesses qu'eux, ils ont et comment eux peuvent comment Kigali peut les aider avec leur carnet d'adresse. Comprenez bien qu'il n'a pas été à Kigali pour discuter comment ramener la paix, la situation des réfugiés. Non, ce n'était pas ça la priorité. La priorité était de savoir comment ils peuvent se partager le gâteau. Parce que M. Paul, il ne partage avec personne et ça fait des années qu'il vit comme ça et qu'il est confortable comme ça. Les autres sont allés lui dire, partageons les gâteaux. La matière, c'est à nous et vous, vous avez les finances. Le circuit des finances. Vous savez où aller chercher l'argent. Au fait, c'est ce que ça veut dire. Je vous ai fait le parallélisme entre le Rwanda et l'île Maurice. Vous faites les recherches, vous allez comprendre comment l'île Maurice survit et comment le Rwanda a été construit sous Paul Kagame. Donc, Bisselele va chercher une source financière à Kigali. Parce que lui, il a la matière. Et comme Paul Kagame a refusé de lui octroyer cette carnet d'adresse, c'est là que revient le M23. Et là, le Congo coupe l'approvisionnement de matières premières et le Rwanda reste avec ses liquidités et il perd ses clients. C'est ça qui fait énerver Kagame et que vous le voyez dans cet état-là. Parce qu'il ne sait plus fournir le produit. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, monsieur l'ambassadeur, quand il parle de Kinigi, les gens ne comprennent pas pourquoi Kagame est fâché de Kinigi. Je vous ai dit que quand il parle souvent, il y a des Mizungu là qui sont là devant. Beaucoup sont ses conseillers financiers, stratégiques, tous ces machins. Tout. La partie du nord du Rwanda rapporte des devises sur le clan de Kagame. Et quand le tourisme est perturbé, c'est un cauchemar pour Kagame que de voir 10 000 Tutsis tués au Congo. Les gens qui ont investi, nous sommes
des observateurs et des investigateurs. Allez chercher les gens qui ont investi dans l'hôtellerie, dans le tourisme au nord, et vous allez comprendre pourquoi Kagame continue à parler des Kinigi. Ce n'est pas la première fois qu'il a répété des Kinigi, qu'il lance des bombes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, une rébellion qui dérange le tourisme au nord, à 60%, ils ont mis à terre Kagame. C'est quelqu'un qui est très facile à comprendre. Ce qui lui reste aujourd'hui, c'est cette crédibilité. C'est cette crédibilité et c'est ce qu'il a toujours vendu de dire, voilà, le Rwanda est un lieu sûr, est un lieu où vous pouvez faire le business. Au moment où il dit que non, c'est son conseiller spécial, James Kabarebe, qui dit non, nous, vous les gens de Rubavu et là-bas, de ce côté-là, vous pouvez dormir, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est l'inverse. On nous montre que Kagame est inquiet. Lui-même, il nous montre qu'il est inquiet par rapport aux obus qui tombent vers le Rwanda et qui arrivent jusqu'à Kinigi. Donc, Kagame aujourd'hui est un monsieur désespéré. Et il comprend vite que même il va perdre le Nord très vite. Et qu'aujourd'hui, si vraiment le Congo veut lui faire du mal, c'est d'essayer de contrôler le nord-est du Rwanda. Et c'est ainsi dans son discours, il dit, parce qu'il faut, quand Kagame parle, il faut pas écouter ce qu'il dit. Non, il faut pas entendre ce qu'il dit. Il faut écouter ce qu'il ne veut pas dire. Parce que quand il dit qu'il cherche un système pour remplacer au Rwanda, c'est ça sa peur. C'est là où se trouve la peur de Kagame. Kagame sait très bien, puisque c'est ce qu'il fait lui-même. C'est ce qu'il fait. Quand vous avez vu tous ces espions-là qu'on a ramassés à Kinshasa et ailleurs dans le pays, c'est ce qu'il fait. C'est prendre des gens, les injecter dans le pays pour qu'ils aillent renverser les régimes en place, notamment le régime de Kinshasa. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, il comprend que Kinshasa peut être aussi une base pour changer le régime de Kigali. Et c'est comme ça que ça va se passer. Parce que le régime de Kigali va changer dans quelques mois, 1 an ou 2 ans. Mais Kinshasa aura joué un rôle primordial. ULC. Et c'est comme ça que déjà aujourd'hui, il commence à en parler. Mais nous avons parlé des réfugiés. Quand le FPR a attaqué le Rwanda, ce sont des réfugiés qui ont attaqué. Et aujourd'hui, le Rwanda a plus du double des réfugiés de cette époque à l'extérieur. Ce qui veut dire que les réfugiés qui sont à l'extérieur auront aussi le même droit de faire ce que lui, il a fait il y a 30 ans. Et il sait que c'est comme ça que ça se passe. Au lieu de résoudre le problème des réfugiés déjà, quand il est au pouvoir, puisque ce n'était pas sa priorité, il a voulu résoudre le problème du marché mondial.
Et il a laissé de côté ce problème des réfugiés. Puisqu'il sait qu'il met ces problèmes, il les met dans le frigo. Et quand c'est nécessaire, il ramène ce problème-là, il le met dans le micro-ondes, il chauffe, et puis il remet ça sur le marché. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est lui maintenant qui se trouve de l'autre côté. Mais les réfugiés reviendront d'une manière ou d'une autre, avec ou sans armes, pour renverser le régime de Paul Kagame. Et merci pour cet aspect de la chose, parce que dans son discours, effectivement, il est revenu à plusieurs reprises à la question des réfugiés en analysant ça sous l'angle des droits humains, que le M23 a commencé la guerre parce que les droits de sa communauté étaient violés par le gouvernement congolais. C'est ce qu'il dit, Paul Kagame. Et il propose donc que le gouvernement congolais parle et discute avec le M23 pour faciliter le rapatriement des réfugiés congolais au Rwanda. Dans le même temps, pas un mot, vous venez de le dire, pas un mot sur les centaines de milliers de réfugiés rwandais dans le monde. Et pas un mot sur l'éventuelle discussion ou dialogue avec les FDLR, qu'il a cité au moins 3 ou 4 fois dans son discours. Donc, d'un côté, le Congo doit rapatrier ses réfugiés. Le Congo doit dialoguer avec les terroristes du M23, mais pas un mot sur l'éventuel dialogue avec les FDLR qui souhaitent rentrer dans leur pays aussi, et pas un mot sur les centaines de milliers de réfugiés rwandais en RDC qui souhaitent rentrer dans leur pays. C'est aussi cette ambiguïté, c'est ce langage en fait teinté de malhonnêteté intellectuelle qui va faire que Kagame sera à terme mis à nu par tous ceux qui observent la situation dans notre pays, du Rwanda en ce qui me concerne, mon pays. Je crois que cet aspect des choses va jouer probablement en faveur du gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais le prend au mot et s'il soulève ouvertement la question du rapatriement des réfugiés rwandais au Rwanda, pour qu'il y ait égalité à la fois de discours, mais le Congo n'a peut-être pas la même culture de l'hospitalité malveillante que Kagame a et montre, parce qu'au Congo, les réfugiés, il y en a toujours eu beaucoup et ils ont été les bienvenus, même s'il y a eu quelques incidents. Mais en tout cas, il faudrait que désormais, on prenne Kagame au mot et qu'on lui dise, bah, très bien, vous voulez que le Congo fasse ceci, mais faites-le aussi de votre côté. Et surtout, en renforçant bien sûr les moyens militaires pour que Kagame ne continue pas à se promener au Congo quand il veut et comme il veut, et en massacrant les populations congolaises. Et les réfugiés rwandais d'ailleurs, parce qu'à Kishiché et à Rutshuru et ailleurs, l'armée de Paul Kagame, à travers le M23, a commis des centaines de massacres de populations congolaises, mais en ciblant une certaine communauté, comme l'a prouvé le rapport justement sur les massacres de Kishiché. Mais là aussi, Kagame, bien sûr, ne veut rien entendre. Pour lui, il n'y a pas juste de Kishiché. Pour lui, à Kishiché, ce sont les Congolais d'origine rwandaise qui auraient été massacrés, ce qui est complètement faux et qui diverge avec la réalité de la situation. Est-ce que vous, M. Barak, vous pensez que cette victimisation outrancière qui date, comme vous l'avez dit, déjà des époques de la guerre, de l'époque de la guerre de 90 au Rwanda, est-ce que, aux yeux de la population congolaise, la Libye des FDLR, la Libye des droits humains des réfugiés congolais dont les droits seraient violés dans leur pays d'origine, est-ce que ces arguments tiendront longtemps? Eh ben, je vous réponds tout de suite. C'est un argument qui ne tient plus. C'est un argument qui ne tient plus. Et d'ailleurs, je ne sais pas, c'est pourquoi je vous dis qu'il est désespéré. Il continue de ramener ça, et plus il ramène ça, et
il se ridiculise lui-même. Il y a ceci. On peut dire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, mais les réfugiés rwandais qui sont au Congo, qui sont en Tanzanie, au Burundi et ailleurs, devront rentrer. Et ils doivent. Et si le Congo doit aider, et si le Congo doit les aider à rentrer, s'ils ont le moyen et le temps matériel, ils le feront. Le Congo avait demandé au M23 de déposer les armes et de dialoguer. Le M23 a refusé. Le Rwanda n'a jamais demandé au FDLR ou n'importe quel groupe de réfugiés qui se trouve au Congo actuellement de déposer les armes et de dialoguer. La première des choses, c'est que ces réfugiés-là ne sont pas armés. Mais le dialogue est nécessaire. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons absolument convoquer une conférence régionale pour résoudre ce problème-là des réfugiés. Parce qu'on a donné trop d'importance à M. Paul Kagame. On lui a donné beaucoup de pouvoir. On lui a donné tout ce que... C'est un enfant gâté. Et il a toujours cru que ce que lui, il dit, c'est ce qui doit être fait. Et c'est ainsi qu'il se croit plus malin, plus intelligent que tout le monde. Écoutez, monsieur l'ambassadeur, je pense que les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui au Congo, et d'ailleurs, vous savez qu'à l'époque de Paul Kagame, quand il avait attaqué le Rwanda, on parlait des réfugiés essentiellement Tutsis. Mais aujourd'hui, les réfugiés dont on parle, ils ne sont pas essentiellement Tutsis. C'est des réfugiés Hutus, Tutsis, toi, tout le monde, confondu. Donc, c'est différent. Et, il le veuille ou pas, puisqu'il a le pouvoir, je vous ai dit qu'il a le pouvoir qu'a aujourd'hui M. Kagame. Ce n'est pas une armée forte, M. l'ambassadeur. Si vous avez bien compris, M. Bisselele, vous comprenez tout de suite le pouvoir qu'a M. Paul Kagame. C'est cette chaîne ou canal où il pompe de l'argent. Quoi qu'on dise, l'armée congolaise aujourd'hui, si elle se décide de marcher sur le Rwanda, va marcher. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas la vérité. Si aujourd'hui, le Congo n'attaque pas encore le Rwanda, c'est parce qu'il respecte la communauté internationale. Parce que les gens pensent qu'attaquer le Rwanda, c'est seulement attaquer Paul Kagame. Il y a tout un système. Quand Paul Kagame ne dort pas quand il y a un obus qui est tombé à Kinigi, il ne dort pas parce qu'il y a un villageois qui se trouve à Kinigi. Il ne dort pas parce que les investisseurs qui ont investi dans les hôtels, dans tous les machins là, ceux qui viennent, visite Rwanda, machin. C'est pour eux. C'est pour eux qu'il se bat. Il ne se bat pas pour la population de Kinigi ou de Rubavu, ou de je ne sais pas où. Non. Et c'est ça qu'il exprime. Et c'est pourquoi il doit le dire en anglais. C'est très important pour lui de le dire en anglais, puisque ces bailleurs de fonds sont là devant. Ils sont là. Ils sont dans la salle. Ils observent. C'est à eux qu'il s'adresse. Donc, comme je dis, la situation aussi simple et complexe à la fois. Mais qu'est-ce qui se passera? Le système sera fatigué. Et il est fatigué, on le voit. Mais puisqu'il y a des vies humaines en jeu, vous avez compris que les populations du Grand Kivu
ont commencé à se prendre en charge. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à subir des choses dont ils ne sont même pas à l'origine. Ils ne savent même pas d'où ça vient et pourquoi. Donc, avec l'interview, la chronique de M. Foka, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens peuvent comprendre. La source du conflit. La source du conflit vient de ce carnet d'adresses. C'est là où le M23 est revenu. Il y a la population Tutsi, parfois, j'ai pitié, qui croit que Paul Kagame est en train de se battre pour eux. Mais non, mais non. L'obus qui tombe à Kinigi, Paul Kagame ne dort pas parce que les investisseurs vont lui dire, voilà, il n'y a plus de marché là-bas, on ne peut plus venir là-bas, il y a l'insécurité là-bas. Ce n'est pas pour... c'est tout. Regarde comment il est en train de recruter ces pauvres gens, jeunes gens, et qui vont mourir au Congo, et les parents n'arrivent même pas à les enterrer dignement. Dans l'autre discours qu'il avait tenu la fois passée, c'est là où il tentait de remercier les familles. Mais comment vous allez remercier les soldats qui sont tombés sur le champ de bataille au moment où vous-même vous dites que vous n'êtes pas en guerre? Au moment où vous dites que le M23, ce n'est pas l'armée rwandaise. Mais quand même, vous saluez les officiers qui sont tombés sur le champ de bataille. Où? Ils sont tombés où? Donc, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre pourquoi elle vit ces moments. Elle doit absolument comprendre cela. Nous pouvons taper sur Paul Kagame, nous pouvons taper sur Félix Tshisekedi, mais nous devons nous-mêmes comprendre ce qui se passe chez nous. Il y a des mots, des douleurs qui sont élaborés dans des laboratoires à 8000 km, 10 000 km, 7000 km. Et ce virus-là est inoculé en Afrique via des personnes comme Paul Kagame, qui deviennent le vecteur de transmission de ces malheurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, à l'époque, la France avait un Bob Denard qui faisait leur boulot. Mais aujourd'hui, vous allez le remarquer, monsieur l'ambassadeur, l'Occident n'envoie plus de troupes de blancs sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On forme des troupes sur le terrain qui vont obéir aux ordres. Et on leur donne tous les moyens possibles pour qu'ils y arrivent. Et Paul Kagame est l'exemple de cette philosophie, de cet esprit, de cette manière de faire des choses d'une manière moderne en Afrique. Paul Kagame est un nouveau Bob Denard sous l'étiquette d'un président. Ça, c'est une formule qu'ils ont trouvée géniale pour que les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Et lui-même, il a dit, hein, le Congo est en train d'utiliser les mercenaires, mais il dit que nous-mêmes, nous en avons tellement que... et en disant cela, il dit que quand vous voyez les mercenaires quelque part, c'est que la situation est pourrie. Il oublie que lui-même vient de dire que c'est un mercenaire. C'est la seule fois d'ailleurs où dans le discours, Paul Kagame a souri ou carrément ri en disant ces pays qui recrutent des mercenaires, ils sont vaincus à l'avance et de toute façon, nous avons les moyens de contrer tout ça. C'est la seule façon. Alors, M. Barak, le temps que vous nous aviez accordé va vers sa fin. Je vous demanderai si vous avez un message à envoyer à la population de l'Afrique des Grands Lacs, à ces associations comme des associations qui s'occupent aussi des droits de l'homme, les groupes politiques,
et tous ceux qui peuvent concourir à changer les choses dans notre région. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Est-ce qu'il y a une possibilité de collaboration, d'établir une formule de synergie pour justement arriver à imposer la paix dans notre région, tout en travaillant avec, bien sûr, les acteurs politiques de la RDC, puisque c'est la RDC qui est concernée. C'est son territoire qui a été agressé, qui est occupé par des groupes étrangers. Est-ce que vous aurez un message fort à adresser à nos populations et aux forces vives de notre région? Mon message est très simple. D'abord, je m'adresse aux populations, là, au pluriel, hein, aux populations de la région des Grands Lacs. Je leur demande de résister, de ne pas agir sous impulsion, de ne pas agir parce que on les a demandé de faire quelque chose, mais d'apprendre à défendre leurs intérêts. Ça, c'est la première des choses. Et puis, je demande au président Félix Tshisekedi d'engager les sociétés civiles et tous les mouvements politico-social qui sont engagés à ramener la paix dans la région. Puisque aujourd'hui, lui, il en a de moyens. Il a ce moyen, il a le temps pour le faire. C'est-à-dire, nous sommes là pour aider à ramener la paix dans la région. Moi, je crois à un échange économique équitable. Je crois que le Hutu, les Tutsis peuvent vivre ensemble sans problème. Je crois que le problème des réfugiés peut être résolu, politiquement parlant. Alors ça, c'est ma demande. Pourquoi attendons-nous à apporter des solutions durables dans cette région d'Afrique? Moi, je demande au président Félix Tshisekedi de nous écouter, de nous aider à ramener cette paix. Il y a moyen et on ne peut pas évoluer dans cette zone sans la paix. Je comprends bien qu'il y a certains deals, il y a certaines négociations entre les politiques, mais comprenez bien que nous, en tant que citoyens, en tant que population, nous pouvons aussi apporter, nous pouvons participer à la solution qui pourra ramener la paix. Et ainsi, que ce soit du côté des Rwandais, je les invite et je les demande à s'unir et à comprendre qu'il est temps de mettre ensemble, de commencer à parler de ce qu'ils peuvent apporter par rapport à ce dynamisme aujourd'hui et à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Et aussi du côté du Congo, Kinshasa, il y a des sociétés civiles, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de s'organiser pour voir comment ils peuvent apporter aussi leur pierre à l'édifice. Donc, engageons-nous dans le sens de ramener la paix. Mais n'allons pas dans le sens que Kagame veut nous amener. C'est-à-dire les guerres, les conflits. Non. Il faut bien comprendre que nous avons perdu beaucoup de gens et nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. 30 ans, c'est plus qu'une génération. Donc, il y a des enfants qui sont nés, qui ne connaissent pas la paix dans cette région. Et comprenez bien l'impact psychologique que ça engendre dans cette région. Vous imaginez que pour qu'on puisse arriver à guérir cette plaie, ça va nous prendre du temps. Mais alors commençons aujourd'hui, puisque l'opportunité est là. Voilà mon message que j'adresse à cette population. Voilà le message que j'adresse
à la bonne communauté internationale et de nous à ramener la paix dans notre région. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé sur votre chaîne télé. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Monsieur Barak, et en vous promettant de vous réinviter à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous n'avons parlé que du discours du président Kagame, un discours plein d'arrogance, un discours plein parfois même de violence verbale. La prochaine fois, nous allons voir un peu l'aspect enjeux globaux de la région d'Afrique des Grands Lacs. Nous analyserons aussi l'état de la guerre, et l'état de la coopération régionale militaire, l'état de la situation au Nord Kivu depuis l'arrivée des contingents de la communauté d'Afrique de l'Est. Et nous verrons aussi éventuellement la situation dans le Sud Kivu où sévissent quand même des groupes rebelles. On n'en parle pas beaucoup, mais l'Afrique de l'Est a envoyé des troupes burundaises qui, semble-t-il, font du bon travail. Mais nous serons à l'écoute aussi des populations de cette région pour nous dire ce qui se passe réellement. Et éventuellement, nous approchons le gouvernement burundais pour être informés davantage. Promettez-moi, M. Barak, que vous acceptez d'ores et déjà nos invitations pour participer à ces chroniques et à ces analyses qui, je suppose, expliquent davantage les enjeux de notre région, plutôt que de nous concentrer sur le sourire de Paul Kagame, ses colères proverbiales, ses alibis impossibles, mensongers. Concentrons-nous sur les enjeux réels de ce qui peut ramener la paix dans notre région d'Afrique des Grands Lacs. Je vous remercie beaucoup, M. Barak, et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.